Chers amis, je vous souhaite le bonjour, bien dans cette suite de vidéos consacrée à la programmation en Love 2D et je vous propose de mettre en place les blocs. Dans les assets, vous allez trouver dans le répertoire images différents types de blocs, à savoir des blocs de couleur bleue, des blocs de couleur verte, des blocs de couleur rouge et des blocs de couleur jaune. Dans un premier temps, nous allons placer comme d'habitude ces images dans l'asset manager que contient The Game. Donc, dans le main.lua, nous allons placer ces assets dans l'asset manager. Donc, comme on a fait dans le background, comme on a fait dans le paddle et dans la balle, on va placer maintenant les 4 éléments dans le asset manager. On fait quoi? The game, comme d'habitude, get asset manager, donc là on récupère l'asset manager, et on fait load image, on lui passe un identifiant, par exemple ici block underscore blue, et vous lui spécifiez le chemin pour accéder à cette image block underscore blue.png. Je fais la même chose pour le bloc vert, rouge et jaune. Donc vous avez ici les 4 ressources qui ont été mises en mémoire pour ensuite pouvoir y accéder. Nous allons ensuite créer une classe, comme d'habitude, on va appeler cette classe bloc.lua. Donc dans le répertoire src, vous allez créer un fichier qui s'appelle bloc.lua. Ouvrons ce bloc. Donc je pense que vous commencez à avoir un peu l'habitude entre les classes et l'entity. On aura besoin de créer un bloc, c'est une table de type classe, et cette table va hériter encore une fois d'entity. De fait, on place en local ici dans le bloc.lua, on fait un local class avec un grand C, on require de la bibliothèque lib le class.lua. On va placer dans une variable entity en faisant require, on va dans lib et en même temps on récupère l'entity.lua. Et nous créons notre bloc. Donc je fais local bloc, c'est une table de type class, donc je mets class, j'ouvre et je ferme les accolades, et à l'intérieur, comme bloc va hériter d'entity, vous faites 2 underscore includes égale entity. De fait, vous avez maintenant une variable de type class qui hérite d'entity. N'oubliez pas à la fin de tout ce fichier, à la fin de faire un return bloc pour ensuite l'utiliser dans le play stage. Donc on va construire le bloc, et à la construction du bloc, on va lui indiquer la position en X du bloc, donc le coin en haut à gauche, la position Y du bloc, idem, le point en haut à gauche, et le type. Est-ce que c'est un bloc de type bleu, rouge, verte ou jaune? Et en fonction du type, on va construire l'objet hérité qui est entité. D'accord? C'est exactement ce qu'on a fait dans les vidéos précédentes. Donc on rentre dans le constructeur. Donc le constructeur, je vous rappelle, c'est une fonction qui s'appelle init. Vous faites fonction, bloc, parce que init appartient à un bloc, 2 petits points init. Il attend 3 paramètres, la position X, la position Y et le type de bloc. Donc là, on va tester en fonction du type de bloc pour construire l'entity héritée. Si le type est de blue, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait entity.init, donc je construis l'entité. N'oubliez pas le mot self, sinon ça ne marchera pas. Vous recevez en argument la position X et Y, vous la passez directement à entity pour qu'il sache ensuite se dessiner à cette position X, à cette position Y. Ensuite, on a besoin de récupérer l'image ici d'un bloc bleu, ou d'une brique bleue si vous préférez. Donc je demande à The Game, Get Asset Manager, donc je récupère encore une fois l'Asset Manager du game, et je vais lui demander de me retourner l'image qui a eu pour identifiant bloc underscore blue. Et c'est une facilité déconcertante. Même chose pour le red, donc si le type que je reçois est de type rouge, eh bien je vais construire un bloc de type rouge. Si le type est de type que je reçois est de type vert, je construis une entité de type verte. Vous avez compris, si je reçois le mot yellow, on veut construire une entité de type jaune. Et le bloc ou la brique aura 2 états. Un premier état où l'état est visible, qu'on verra les blocs, et à un moment donné, la balle va venir contre ces blocs, la balle va venir interagir contre les blocs, la balle va détruire ces blocs. De fait, ils vont passer dans un état touché. Donc on aura 2 états pour les blocs, à savoir visible ou touched. Mais par défaut, à la construction du bloc, l'état du bloc est visible. Donc attention, 2 états. Visible, la brique n'a pas été touchée par la balle. Touched, là la brique a été touchée par la balle. Donc elle doit disparaître, cette brique. Et ensuite, on va créer des petites méthodes pour rendre à l'écran, pour afficher la brique et pour
interagir avec la brique. Donc première méthode, touchette. En effet, quand la balle va venir toucher le bloc, il sera intéressant de passer son état à touchette. Je n'ai pas besoin de savoir qu'il faut passer l'état à touchette. Je dis la brique a été touchée, point. Après, dans le programme, on va dire si la brique a été touchée, donc bloc, 2 petits points, touchette, c'est la méthode, et bien on passe son état à touchette, tout simplement. Et pour le rendu, donc on a une méthode de type render, donc fonction, bloc, 2 petits points, render. Il faut afficher ce bloc à l'écran. Or, ne va l'afficher à l'écran que si et seulement si il est dans un état de visible. S'il a été touché, il va disparaître de l'écran. La balle va toucher la brique va disparaître de l'écran parce qu'il aura un état de touchette. Donc pour faire ceci, donc pour faire le va-et-vient entre touché et visible, on va dire si son état, donc if get state, donc si son état est visible, je l'affiche. A contrario, il ne sera pas affiché. Comment faire afficher ici la brique? C'est simple. Il faut dire à l'entité de se dessiner. Donc vous faites if self get state égale visible. Alors l'entity va se dessiner à l'écran. Et je vais également dessiner l'angle de collision pour voir s'il faudra faire des inflates, je vous en parlerai après, ou pas. Et on n'oubliera pas de renvoyer le bloc. Donc vous voyez, c'est exactement ce qu'on a fait sur la balle, c'est exactement ce qu'on a fait sur le paddle. La seule différence ici, c'est que le bloc qu'on va créer dépendra d'un paramètre qu'on va recevoir en argument. Ce paramètre vous dira s'il est de type bleu, rouge, vert ou jaune. La question qui se pose, c'est comment maintenant gérer cette matrice de blocs. Comment implémenter une matrice de blocs en utilisant le langage Lua? Voici la problématique. Eh bien, prenons un exemple. Imaginons qu'on veuille réaliser une matrice de blocs composée de 4 lignes, notées ici row 1, row 2, row 3, row 4, et comportant 5 colonnes, notées colonne 1, colonne 2, 3, 4 et 5. Petit détail très important pour la suite des événements, retenez qu'en Lua, les tables commencent à l'indice 1. Je reprends, en Lua, les tables commence à l'indice 1, contrairement à ce que vous connaissez soit en Python, soit en C, soit en JavaScript. Donc c'est très très important. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai noté les lignes row 1, row 2, row 3 au lieu de 0, 1, 2, 3. Et bien l'idée, c'est de mettre cette matrice de blocs dans une table, comme d'habitude. Donc on va créer une variable locale qu'on va appeler blocks avec un S. Et on crée une table vide pour l'instant. Et puis, on va annoter les blocs comme ceci. Donc le bloc qui sera à la ligne 1, colonne 1, on va l'appeler bloc-1.1. Le bloc qui suit, c'est le bloc ligne 1, colonne 2, etc., etc. Grosso modo, le bloc est ici. Vous voyez le bloc ici sous la souris. Ce sera donc le bloc qui sera à la ligne 1, colonne 5. On l'appellera bloc-1.5. Le bloc est ici. C'est le bloc qui est à la ligne 4, colonne 3. Or, une table peut contenir d'autres tables. On va placer dans la table blocks, on va y placer autant de tables qu'il y a de lignes. C'est-à-dire ici, on va placer 4 tables à l'intérieur du blocks. Donc je vais créer une table vide qui contiendra, vous avez compris, les briques de la ligne 1, puis un autre table qui contiendra la ligne numéro 2, puis pour la ligne numéro 3, et enfin pour la ligne numéro 4. Et on va parcourir cette blocks pour y placer tous les blocs ligne par ligne. C'est-à-dire que vous aurez à la fin une matrice qui va ressembler à ceci. Donc vous aurez ici la matrice globale, donc la table globale, et à l'intérieur on a 4 tables qui représentent les briques par rapport aux lignes. Par exemple ici vous aurez le bloc 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Puis on aura la ligne numéro 2, donc vous aurez le bloc 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, etc., etc., etc. Voilà comment on va implémenter la matrice dans le langage Lua, en utilisant des tables qui contiennent d'autres tables, entre autres, autant de tables qu'il y a de lignes. La question qui se pose, c'est comment récupérer maintenant le bloc? Eh bien, c'est très simple. Imaginons, si vous voulez récupérer ce bloc-ci, donc le bloc qui est à la ligne 1, colonne 5, vous ferez blocks, donc c'est la table qui contient tous les blocs, donc avec un S. Premier crochet, vous mettez l'indice de la ligne. Second crochet, vous mettez l'indice de la colonne. De fait, pour récupérer ce bloc-ci, vous ferez blocks, premier crochet, ligne 1, second crochet, colonne 5. Si je veux récupérer ce bloc-ci, qui se situe à la ligne 4, colonne 3, je ferai blocks, crochet 4, crochet 3. Donc pour accéder au bloc par rapport aux blocks, vous lui passez en premier indice la ligne, en second indice la colonne. N'oubliez pas de mettre les crochets. Eh bien, mettons ceci en œuvre. Dans le répertoire SRC,
Et bien maintenant, créons un nouveau fichier qu'on appelle matrice.lua. Ouvrons ce fichier. Qu'a besoin la matrice? Elle a besoin de deux choses. La matrice sera une table de type classe. Donc on va importer dans le module matrice le module classe. Et on aura besoin de mettre à l'intérieur de la matrice des blocs. Donc on aura besoin également d'importer bloc. Donc ici je crée deux variables locales. Une contiendra le class. Donc je fais local, class avec un grand C. Require va dans la bibliothèque et récupère class.lua. De même, je crée une variable locale que j'appelle bloc avec un grand B, dans lequel on va y placer via le require, va dans src et récupère bloc.lua. Pour placer les blocs entre eux, j'ai ici quelques variables locales qui vont me simplifier le placement. C'est-à-dire, dans une variable ici, je vais placer la largeur d'une brique, 50 pixels. Je vais également placer la hauteur d'une brique, on ne sait jamais, je risque d'en avoir besoin. Et je place dans une variable toujours locale PY, 50 pixels, ça correspond à l'instant en position Y de la première rangée. Donc la première rangée sera placée à 50 pixels à partir du haut. Et ensuite, dans une variable locale encore une fois, on crée une matrice qui est de type classe. Donc je fais local, matrice avec un grand M égale classe. Attention, on ouvre et on ferme les accolades. Par contre, ici, il n'y a pas de includes parce qu'on ne dérive pas de entity. Mais pour l'instant, vous avez une matrice qui est totalement vide. Nous allons maintenant la construire. Pour ça, on appelle la méthode init. J'espère que les gens, vous commencez à comprendre la chose. Elle va recevoir cette construction, deux choses, la largeur de la fenêtre, la hauteur de la fenêtre. Je m'empresse tout de suite de mémoriser ces deux grandeurs que sont largeur et hauteur de la fenêtre dans deux variables que contient matrice. Je vais lui demander de me calculer le nombre de colonnes. Donc ce nombre de colonnes va dépendre et de la largeur d'une brique et de la largeur de la fenêtre. Mais les colonnes, ce sont des nombres entiers. Donc je dis au module mat.floor, donc retenez que .floor récupère la partie entière de quel calcul. Vous prenez la largeur de la fenêtre et vous la divisez par deux fois la largeur d'un bloc. Vous aurez ainsi le nombre de colonnes en partie entière. On va séparer les blocs entre eux, d'accord? Et volontairement, je bloque ici à 4 lignes. Donc je crée une variable nbcol qui contient le nombre de colonnes, une autre variable qui s'appelle nbrow qui contient le nombre de lignes, ici 4. Vous pouvez bien sûr augmenter ce chiffre. À un moment donné, la balle va interagir avec ces briques, la balle va détruire certaines briques. Je vais être capable de détecter si la matrice a été totalement détruite. Pour ça, je vais créer deux autres valeurs de variables ici qui sont nbblocks qui contiendra le nombre de blocs entiers dans ma matrice, à savoir je prends le nombre de colonnes et je la multiplie par le nombre de lignes. J'ai ainsi le nombre de briques présents dans ma matrice. Au cours du temps, la balle va détruire certaines briques. Il faut que je mémorise combien de briques il reste à détruire. Je le fais dans une variable que j'appelle live. Donc self-live, pour l'instant, c'est le nombre de briques vivantes, entre guillemets, c'est-à-dire le nombre de briques totales actuellement. Et je crée maintenant la fameuse table qui contiendra tous les briques ensemble, à savoir self.blocks. Ouvrez, fermez l'accolade. Vous avez créé une table vide pour l'instant. Et dernière fonction qu'on appelle, c'est la création de la grid. Donc je crée une fonction create grid. Self, deux petits points, create grid. Allons voir ce que fait create grid. Donc pour l'instant, j'ai créé une variable ici locale R qui correspond bien sûr à compris à la ligne. Et je vais parcourir toutes les lignes de ma matrice et à chaque ligne, je vais lui associer une table vide. C'est ce qu'on a vu dans la petite présentation. Donc là, je fais une boucle for, je parcours toutes les lignes de mon tableau. Donc je vais de la ligne 1 à la ligne N. Je connais ici 4, donc je vais de 1 à 4. Pour chaque ligne, je dis self.blocks. Attention, le self.blocks, pour l'instant, il était vide. Maintenant, je lui place à l'indice ligne 1, puis 2, puis 3, puis 4. À chaque ligne, je lui associe égal. Donc je place à l'intérieur de cette donnée une table vide qu'on va ensuite remplir avec les différents blocs. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite? Eh bien, on dit create row. Alors pour simplifier la création de la matrice, on va créer les lignes les unes après les autres. Create row, donc on appelle une fonction qui s'appelle create row. Vous lui passez le R qui est la ligne, le PY qui est la position Y de la ligne que vous voulez, et le type de ligne. Est-ce que c'est une ligne de bleu, de verte, de rouge, de jaune? Donc allons voir ce que c'est que create row. Donc on rentre ici dans create row, donc on s'attend à obtenir la ligne, en row, en paramètre, Y, la position Y de votre ligne, et le type de ligne. Donc ici j'ai une variable locale que j'appelle XP, pour l'instant qui vaut 0. Et maintenant on va parcourir toutes les colonnes, et on va insérer dans la table à cette ligne-là
un bloc. Comment fait-on ceci? Donc on parcourt toutes les colonnes, on va coller 1 à nombre de colonnes, d'où je place ici dans X la position du futur bloc à mettre, c'est-à-dire XP c'est 20, plus col, mais col va de 1 à n, moins 1, le tout fois bloc largeur fois 2. Alors, si ce calcul-là vous semble un peu bizarroïde, je vous invite à mettre sur papier, de dessiner les blocs les uns à côté des autres, et vous parcourez col de 1 à n. Et vous allez voir que X, on va incrémenter ainsi. Alors, pourquoi le 20 au début? Tout simplement pour que pas qu'il reste collé au départ de la fenêtre, on le décale de 20 pixels sur la droite. Et quand vous aurez le X, qu'est-ce que vous faites? Vous dites que à ce table blocks, pour cette ligne qu'on reçoit ici en argument, et pour cette colonne qui va défiler de 1, puis 2, puis 3, puis 4, eh bien je fais un bloc. J'appelle le constructeur de la classe bloc. Je fais bloc, le bloc s'attend à 3 paramètres, la position X, on l'a calculé juste au-dessus, la position Y, on la reçoit en argument, et le type également qu'on reçoit en argument. Donc grâce à cette petite méthode créer trop, je suis capable de créer comme ça les lignes les uns après les autres. Donc ici, on revient ici, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais passer maintenant, créer trop, je lui passe R égale 1, je construis la première ligne. PY, c'est 50 pixels, donc la première ligne est à 50 pixels à partir du haut de la fenêtre, et on fait une ligne de bleu. Bon, là, je vais faire du bleu, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ensuite, les amis, je décale ma ligne de 50 pixels, donc je descends de 50 pixels, je fais Y, PYL, PY plus 50, on était à 50, on revient maintenant à 100 pixels. Le R qui faisait 1, il fait quoi maintenant? R 1 plus 1, donc je suis maintenant à la ligne 2. J'appelle la méthode create row, R maintenant vaut 2, donc je fabrique la deuxième ligne, PY vaut 100 pixels, donc je suis décalé vers le bas de 100 pixels, et je crée une ligne de vert. De même, je décale encore le Y de 50 pixels, je décale le R pour 1, je suis à la ligne numéro 3, et j'appelle la méthode create row. 3 pour la ligne, PY ça fait 150 pixels, et c'est une ligne de rouge. On décale encore les lignes de 50 pixels vers le bas, le R maintenant c'est la quatrième ligne, je fais create row, R vaut 4, PY vaut 200 pixels, et je fais maintenant une ligne de jaune. Donc en sortant de cette méthode, votre table blocks, qui était vide au départ, est maintenant pleine de blocs. D'accord? Donc si vous avez du mal les amis, je vous invite à reprendre ça calmement, et vous allez voir, c'est très très facile en fait. Et maintenant, on va demander de dessiner ces blocs. Donc on va faire une méthode de rendu. Donc fonction, matrice de petits points render, que va-t-on faire? Eh bien, de même, on va maintenant créer une double boucle, on va parcourir et les lignes et les colonnes en même temps. Donc je vais faire une double boucle, un premier for row 1, l'an de 1 à 4 ici, do, et pour col et l'an de 1 à nombre de colonnes qui m'auraient été données par le calcul au-dessus, do, qu'est-ce que je fais? Alors vous avez deux façons de faire la chose. Donc première façon de faire, on va le faire comme ça. On va faire là ici, on va créer une variable locale, que j'appelle item tout simplement, qui vaut nil par défaut. Cette variable item, je vais la récupérer ici. Donc ici, je dis que a item, ça vaut quoi? Ça vaut self blocks, donc pour l'instant je laisse ça. Qu'est-ce que je fais? Je fais item, donc la variable item c'est quoi? Self blocks, souvenez-vous, on passe d'abord l'indice ligne, colonne, ensuite, donc on fait ligne, crochet, colonne. Donc item correspond à un instant T pour une ligne donnée, pour une colonne donnée. Et qu'est-ce que je fais l'item? Item, deux petits points, render. Donc là, je passe par une méthode plus développée, je passe par une variable explicite. Je crée une variable qui s'appelle item. Si vous ne voulez pas créer cette variable item, c'est très simple, vous enlevez cette variable item, c'est exactement la même chose, c'est vous qui décidez comment vous faites la chose. Lui, en faisant ça, en faisant self.blocks row col, ici, il va me donner une variable muette. Et bien, à cette variable muette, je lui dis, maintenant, fais simplement le render. C'est exactement la même chose. Donc, soit vous créez une variable item et vous itirez le row et le col, soit vous utilisez une variable, disons, muette, entre guillemets, pour obtenir la chose. Donc maintenant, il faut créer cette matrice dans le play stage pour ensuite l'appeler. Donc on va dans le play stage, tout là-haut. On va avoir besoin d'importer le module matrice.lua, et ce module, on va le placer dans une variable locale, encore une fois, qu'on appelle matrice avec un grand M. Donc je fais local, matrice avec un grand M, require, va dans SRC et récupère matrice.lua. Le playstage doit posséder une matrice. Eh bien, on va placer dans la matrice ici, vous voyez, self.matrice,
Donc self fait référence au playstage. Matrice, c'est le nom de la variable. Donc on crée dans playstage une variable de type matrice qui vaut matrice. Donc là, on n'a pas besoin de faire matrice.init. Hein. On crée directement le constructeur en appelant directement la méthode matrice avec un grand M parce qu'on a importé le module matrice avec un grand M. Il s'attend à avoir deux choses, et la largeur de la fenêtre et la hauteur de la fenêtre. Donc en sortant d'ici, le playstage possède une matrice qui elle-même possède maintenant des blocs de couleur bleue, de couleur rouge, de couleur verte et de couleur jaune, qui sont disposés les uns par rapport aux autres. Dans le onEnter, il n'y a rien à faire. Dans l'exit, il n'y a rien à faire. Et maintenant, on va dans le render. Qu'est-ce qu'il dit? Maintenant, on dit à la matrice de se dessiner. Donc, je fais self.matrice. Je parle bien sûr de la matrice qui est contenue dans le playstage. Je lui dis dessine-toi, deux petits points, render. Si on ne s'est pas trompé, on doit avoir maintenant des blocs qui vont apparaître en matrice bleu, rouge, vert, jaune. Regardons la chose. Donc, je lance l'exécution. Et au grand miracle, vous avez ici des blocs qui sont répartis en matrices. Alors, autour du bloc, vous voyez le rectangle de collision. Parfois, on est obligé de réduire un peu le rectangle de collision. On va faire ce qu'on appelle des inflates. Je vous explique. Donc, retournons dans le bloc.lua. Et ici, on avait défini le state. Et on peut faire encore un truc, c'est faire self. Il y a une méthode qui s'appelle inflate. Donc inflate va faire quoi? Le inflate va réduire le rectangle de collision et en X et en Y. Par exemple, si je fais self inflate, et si je lui passe 5 pixels en X, 5 pixels en Y, c'est qu'on va réduire 5 pixels et à gauche et à droite, de 5 pixels et à gauche et à droite, et 5 pixels et en haut et en bas. Donc on va avoir un rectangle de collision théoriquement qui va être plus petit. Parce que parfois, on a des objets qui ne sont pas forcément rectangulaires. On est obligé de réduire le rectangle de collision via la méthode inflate. Vous allez voir, si on lance la chose, on doit avoir maintenant des rectangles de collision légèrement plus petits. Vous voyez, on a ici des rectangles de collision plus petits. Et bien maintenant, faisons bouger la balle et qu'elle vienne en interaction avec les différents. Dans le fichier matrice.lua, on va créer une méthode qui nous renverra true ou false si et seulement si la matrice est totalement détruite. Cette méthode, on l'appelle matrice isDestroy. Comment tester que la matrice est totalement détruite? Eh bien, souvenez-vous, on avait une petite variable qui nous disait combien de blocs il y a encore en vie. Donc je vais tester simplement cette variable. Exemple, si self.live est positif, c'est qu'il y a encore des briques en vie. De fait, je retourne false. Non, la matrice n'est pas totalement détruite. A contrario, je retourne true. Donc grâce à mon self.live, je suis capable de détecter si la matrice est totalement détruite ou pas. Si le nombre live est positif, c'est qu'il reste encore une ou plusieurs briques vivantes. Donc non, la matrice n'est pas détruite. A contrario, si live vaut 0, eh bien c'est que la matrice est totalement détruite. Quand la matrice sera détruite, il faudra lancer une nouvelle matrice. On ne va pas recréer des nouveaux blocs. Qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit de dire aux blocs qui étaient touchés de repasser dans un état vivant. De fait, ils vont réapparaître automatiquement à l'écran. C'est le propos de la méthode que j'ai appelée New Wave, nouvelle vague. Donc New Matrice, enfin matrice, deux petits points, New Wave, que va-t-on faire? On va parcourir encore une fois avec une double boucle, on va parcourir les lignes, les colonnes, et à chaque bloc de ma matrice, je vais lui imposer un état visible. Et qu'est-ce que je fais? Donc je fais for row allant de 1 à nombre de lignes, do, pour col égale 1 à nombre de colonnes. Donc je récupère ici l'item, si vous préférez, le bloc à la position row col. On lui passe d'abord l'indice, la ligne, puis le colonne entre crochets. Et je dis que set state, donc je change l'état de ma brique ou de mon bloc, je passe à l'état visible. Donc il était touché, maintenant il passe en état visible. N'oubliez pas à la fin les amis, de réinitialiser votre variable live pour dire que maintenant il y a autant de blocs que de blocs vivants. C'est très important. Et maintenant la méthode la plus importante, c'est la méthode qui va détecter s'il y a collision entre la balle et un ou plusieurs blocs. Donc cette fonction-là, on l'appelle collide with ball. Je crois que c'est évident. Alors comment savoir que la balle et les blocs de la matrice sont en collision? Eh bien, une idée, c'est de passer à cette fonction une référence de la balle. On aurait pu le passer à la construction, mais on en a juste besoin maintenant. On veut juste détecter maintenant si la collision entre la balle et la matrice a lieu. Donc, on va lui passer en argument, ici, une référence de la balle. D'accord? Donc, on crée
un item pour ensuite parcourir les blocs entre eux. Donc je vais encore une fois créer une double boucle, je parcours les lignes, ici je parcours les colonnes, je récupère dans la variable item le bloc à une position ligne, colonne. Il faut qu'il y ait deux choses pour qu'il y ait collision. Premier temps, il faut que l'item dans lequel on parle, il soit visible. Je ne peux pas toucher un bloc qui a déjà été touché. Donc il faut que le bloc soit visible. Donc je fais un test. Est-ce que le bloc, est-ce qu'il a un état vivant ou visible? Donc if item get state, donc je récupère l'état de l'item, et cet état doit être égal à visible. Si c'est le cas, donc si c'est true, qu'est-ce que je fais? Eh bien je regarde s'il y a collision entre la balle que je reçois en argument dans la référence et l'item. Donc je fais if ball, donc c'est la balle qu'on reçoit ici en référence, collide item. Si c'est le cas, qu'est-ce qu'il doit faire? Donc il y a collision entre la balle que vous avez reçue en argument et un instant call row d'un item. Il y a collision maintenant. Eh bien, il faut dire que l'item est touché. Donc souvenez-vous, dans le bloc, on avait une méthode qui disait touched. Donc le bloc va maintenant dans un état touched. Il va disparaître de l'écran parce qu'il est dans un état de touched. On affiche les blocs que si et seulement si ils sont dans un état de visible. On va produire un rebond de la balle en faisant remove X sur la balle, en faisant un remove Y sur la balle, donc la balle va rebondir sur le bloc qu'elle vient de toucher. On n'oublie pas de décrémenter ici les points, donc live devient live-1, on a détruit un bloc. Et on retourne true à la fonction pour plus tard mettre à jour le score. Je reprends les amis. Dans la fonction ici, qui s'appelle Collide with Ball. Le propos, c'est de détecter s'il y a collision entre la balle de votre jeu et les briques. On va passer à cette fonction une référence de la balle. Donc ici, vous aurez la balle en référence. On va faire une double boucle, on va parcourir la matrice et par rapport aux lignes et par rapport aux colonnes. On va mémoriser l'item, donc le bloc à l'instant row call, si l'item est vivant. Donc c'est la première condition, on ne peut pas toucher un bloc qui a déjà été touché. On ne peut toucher que des blocs qui sont vivants ou visibles. Si le bloc est visible et que la balle collide en collision avec lui, donc collide item, eh bien, on dit à l'item qu'il est touché, donc maintenant il va disparaître de l'écran parce qu'il passe dans l'état touché. La balle va rebondir selon les X, va rebondir selon les XY. On n'oublie pas de mettre à jour la variable live pour qu'on puisse dire ensuite à la matrice tu es totalement détruite ou tu n'es pas totalement détruite. Et on renvoie true pour dire après au score de se mettre à jour. D'accord ? Et à contrario, si on passe dans toutes ces étapes-là et qu'il n'y a aucune collision, eh bien on reverra false automatiquement. De fait, ici la balle, vu ma matrice, elle ne pourra toucher qu'un seul bloc à la fois. C'est volontaire. Et c'est parti. Donc maintenant, on va mettre ça en place dans le play stage. Donc dans le play stage, on reprend. Ici, on avait créé la matrice en faisant self.matrice, matrice, on lui passe la largeur, la hauteur de la fenêtre, ce qui est évident. On enter, on exit, pour l'instant, on ne bouge pas. Et maintenant, on va jouer sur l'update. Le update est appelé 60 fois par seconde. Donc 60 fois par seconde, on va regarder si la balle touche un des blocs et si la matrice est totalement détruite. Et si elle est totalement détruite, on agit en conséquence. Donc là, on regardait si le paddle se déplace vers la gauche ou la droite. Là, on fait que la balle est en mouvement parce qu'on a touché sur la touche espace. On met à jour le paddle, on met à jour ici la balle. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va détecter si la matrice que possède PlayStage collide with ball. Et vous lui passez bien sûr la référence de la balle que possède PlayStage. Comment? If self.matrice, donc c'est la matrice que possède PlayStage, deux petits points, collide with ball, et vous lui passez en argument non pas ball, mais self.ball. Il faut lui passer la référence de la balle que possède PlayStage. Si c'est le cas, donc plus tard, il faudra mettre à jour le score. C'est qu'on a détruit une brique, donc on va avoir des points qui vont s'accumuler. Et avant de partir, il faut détecter si la matrice a été totalement détruite. Donc on va tester ceci. If self matrice, deux petits points is destroy. Si c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait? Si c'est vrai, on dit que la balle retourne en état bloqué, donc on a détruit totalement la matrice, la balle retourne en état bloqué, d'accord? Donc elle est verrouillée au paddle, et on dit à la matrice de relancer une nouvelle vague. Self.matrice, deux petits points, new wave. Vous voyez, c'est pas difficile. Donc je reprends les amis. Grâce à ces deux méthodes que sont matrice collide with ball, on lui passe la référence de la balle qui contient PlayStage, on est capable de détecter si la balle est en collision avec une ou plusieurs briques. Si c'est le cas, cette brique qui a été touchée est maintenant passée
en touchette, elle est invisible. On reçoit ici un trou, donc on est valable pour ensuite mettre à jour le score. Et à la fin, avant de partir, on regarde si la matrice est totalement détruite. Si la matrice est totalement détruite, hop, on remet la balle en verrou, donc elle revient sur le paddle, et on va créer une nouvelle matrice en faisant New Wave. On ne va pas créer de nouveaux blocs, on remet juste les anciens blocs qui étaient touchés dans un état de visible. On recycle en fait les blocs. Si je ne me suis pas trompé, on doit avoir maintenant la balle qui va se déplacer, la balle va rencontrer les blocs, la balle va détruire les blocs, elle va rebondir sur ces blocs, et on va voir si c'est le cas. On y va, on fait un petit love, espace petit point. On a bien sûr les blocs ici. Pour l'instant, la balle reste verrouillée au paddle. Il suffit que je touche sur la touche Espace, la balle se libère, et vous voyez, elle est bien en interaction avec les blocs qu'elle détruit. Et imaginons que je perde la balle, on va essayer de la perdre par ici, voilà. Pof, la balle est perdue, je reviens maintenant en état de verrou, et je suis parti à nouveau pour détruire tous les blocs. Et quand tous les blocs seront détruits, eh bien, on partira avec une balle verrouillée, et à nouveau, on aura les choses qui vont se remettre en cycle. Merci pour votre écoute, et à très bientôt.